Comment les politiques ont manipulé une génération? La première technique que je croise assez fréquemment, c'est lorsque vous êtes en face de personnes qui sont croyants, qui sont activistes pour des mouvements qui sont admis de tous, du moins de l'élite sociale. Et leur technique consiste à ne pas prouver que vos arguments rationnels sont corrects, mais ils peuvent le faire en prouvant que ce que vous croyez est associé à un faible statut social. De même, à l'inverse, ces personnes-là n'ont même pas besoin de prouver que ce qu'ils pensent est bon, ils peuvent juste prouver que leurs croyances sont associées à un haut statut social. Et lorsque des personnes en bas de la hiérarchie énoncent des vérités, alors il devient prestigieux de mentir. On arrive à un phénomène que j'appelle le phénomène Galilée, où en fait vous ne pouvez plus dire de vérité, parce que si vous le faites, vous vous faites exiler, rejeter, exclure de vos groupes d'amis. Alors ce phénomène, il a été étudié dans les années 1980 par Richard Petty et John Cacioppo, et ils ont élaboré ce qu'ils appellent plutôt le modèle d'élaboration. Ce modèle d'élaboration ou de probabilité d'élaboration explique comment la persuasion fonctionne. Le terme élaboration signifie comment une personne réfléchit à l'information. Est-ce qu'elle va réfléchir de manière concentrée ou est-ce que ça va être une information qui va vite être passée dans une oreille, qui va vite sortir de l'autre. Lorsque des personnes sont motivées et qu'ils sont prêts à réfléchir consciencieusement, alors la probabilité d'élaboration est élevée. Cela signifie que lorsqu'on leur transmet des arguments ou un message ou un discours, eh bien la capacité qu'ils retiennent quelque chose, qu'ils comprennent quelque chose est élevée. Lorsqu'une probabilité d'élaboration est élevée, une personne est donc prête à dépenser des ressources cognitives pour changer ou modifier son point de vue. Toujours d'après les deux auteurs, il existe deux façons de convaincre les gens. La première méthode est appelée la voie centrale. Donc c'est une méthode qui nécessite une réflexion approfondie sur un sujet et on va se demander si l'information est vraie ou non. La deuxième méthode est la voie périphérique. Donc là, on ne va pas se baser sur les arguments et sur le message qui est transmis, mais plus sur le statut de la personne, son apparence, avec qui elle est, etc. En général, nous, êtres humains, on se base très souvent sur la deuxième méthode, puisqu'on est paresseux et par nature, on a tendance plutôt à se fier à des personnes de haut statut social parce que dans notre quotidien, on a beaucoup trop d'informations et c'est difficile d'aller vérifier par nous-mêmes. D'après les psychologues Susan Fiske et Shelley Taylor, nous sommes des économes cognitifs, c'est-à-dire que nous utilisons des raccourcis mentaux pour synthétiser et récupérer de l'information. On va éviter d'utiliser la voie centrale et on va plus souvent utiliser la voie périphérique. Si on pense que la personne en face de nous est un expert, alors on va moins remettre en question ses dires. Et c'est d'ailleurs pour cela que les médias utilisent souvent des experts pour nous faire retenir des informations, puisqu'on aura beaucoup moins tendance, évidemment, à remettre en question leurs dires. Par contre, si notre ami qui n'a pas fait d'études nous dit exactement le même message, eh bien, il y a beaucoup moins de chances que le message soit retenu. Et même, il se peut que nous ne sommes pas d'accord avec notre ami alors que le même expert avait dit la même chose. Ce sont des biais cognitifs que nous avons au quotidien, nous, êtres humains. En résumé, ça veut dire que si nous sommes moins motivés à réfléchir, à prendre le temps d'aller au fond des arguments et de bien saisir toute la problématique, là, on a beaucoup moins de chances d'être manipulable. D'après le psychologue évolutionniste William von Hippel, il a écrit dans son livre The Social Leap, d'ailleurs que je vous invite à lire, je l'ai lu, il était très intéressant, que l'être humain a évolué, enfin son cerveau plutôt, a évolué pour naviguer dans un monde où l'environnement était un environnement social. On n'avait pas forcément le temps, à l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, de vérifier la certitude de nos informations. On ne pouvait pas vérifier que si on mangeait tel champignon, eh bien on mourrait. On était obligé de se baser sur les dires de nos conjoints, de nos grands-parents, etc. Et on écoutait ce qu'ils disaient parce qu'on avait beaucoup plus de chances de survivre à cette époque-là. De ce fait, notre cerveau, il traite dans un premier temps l'information en tant que telle, mais aussi la réputation que l'on aura si l'on ne croit pas les dires et si l'on n'applique pas les dires de la personne qui nous l'a dite. Si tout le monde autour de nous pense que c'est ça la manière de penser, si nous ne le faisons pas, alors nous nous ferons exclure.
Donc il y a bien deux enjeux qui se résument à croire ou non une information. Selon le psychologue Leon Festinger, il explique que les gens évaluent la justesse de leurs opinions en la comparant à celle des autres. Quand nous voyons d'autres personnes penser exactement la même chose que nous, notre confiance sur ces arguments et sur ces croyances augmente. Et c'est pour cela que les gens ont tendance davantage à partager des croyances qui ne peuvent pas être vérifiées de manière empirique. En d'autres termes, nous avons une sorte de mécanisme à l'intérieur de notre cerveau qui nous empêche de dire quelque chose qui pourrait nuire à notre réputation sociale. Et donc, c'est pour cela que dans certains cas, il est plus facile de mentir et de prétendre quelque chose alors que c'est complètement faux. C'est pour éviter de se faire rejeter du groupe. Les gens préfèrent gagner du statut plutôt que de dire la vérité. De même, si beaucoup de gens autour de nous croient la même chose, alors nous sommes aussi beaucoup plus susceptibles de le croire aussi. Les gens de haut statut social ont beaucoup plus de chances de nous convaincre de leurs arguments et de leur idéologie de manière générale. Et c'est pour cela que les élites ont un impact disproportionné sur la culture. Quand eux, ils croient quelque chose, nous sommes plus susceptibles d'y croire aussi. Et c'est exactement le problème, puisque eux ne subissent pas forcément les conséquences de leurs actions, alors que nous, si. En d'autres termes, si j'ai un ami éboueur et un ami qui travaille chez McKinsey, eh bien, j'aurais beaucoup plus tendance à écouter mon ami de McKinsey plutôt que mon ami éboueur. Alors que pour autant, leur perception de la réalité n'est pas pour autant fausse et pour autant vraie. Si vous avez une certaine notoriété, vous serez donc beaucoup plus susceptible d'être imité, alors que si vous n'en avez pas, il n'y a quasiment aucune chance. Cela nous amène à une question existentielle: qui est le plus susceptible d'être manipulé par cette fameuse voix périphérique? Une intuition que l'on pourrait avoir est de se dire que les personnes les moins éduquées seraient les plus susceptibles d'utiliser cette fameuse voie périphérique au lieu d'utiliser la voie centrale. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Le professeur de psychologie Keith Stanovich, lorsqu'il a discuté de ses recherches sur le biais cognitif MySide, donc je vous invite à lire l'article et ses recherches, ses travaux, c'est très intéressant, il a écrit la chose suivante. Si vous êtes une personne intelligente, vous serez moins susceptible que la personne moyenne de réaliser que vous avez tiré vos croyances des groupes sociaux auxquels vous appartenez et parce qu'elles correspondent à votre tempérament et à vos inclinations psychologiques innées. En d'autres termes, les gens issus de grandes universités prestigieuses ou des personnes d'une grande éducation sont beaucoup plus enclins au biais cognitif, par exemple celui MySide. Pour résumer, ils sont beaucoup plus susceptibles de générer des preuves, de tester des hypothèses qui favorisent leur propre opinion, leur propre croyance et qui va toujours dans le sens de leur idéologie que les personnes d'une autre classe sociale, par exemple inférieure. En fait, ce phénomène, il n'est pas unique à notre époque. Là, je vais vous partager un article de William Shirer, un journaliste américain, qui va vous expliquer comment ça se passait déjà dans le Troisième Reich, lorsque les intellectuels allemands utilisaient cette technique pour manipuler l'opinion publique. Il écrit: souvent, dans une maison ou un bureau allemand, ou parfois dans une conversation informelle avec un inconnu dans un restaurant, une salle de bière ou un café, je me retrouvais confronté à des affirmations extravagantes de personnes apparemment éduquées et intelligentes. Il était évident qu'ils répétaient des absurdités entendues à la radio ou lues dans les journaux. Parfois, on était tenté de le dire, mais on se heurtait à une incrédulité telle que si l'on avait blasphémé le Tout-Puissant. De même, une étude fascinante sur l'effondrement de l'Union soviétique a montré que les personnes les plus éduquées avaient 2 fois à 3 fois plus de chances de soutenir le Parti communiste russe. Les travailleurs intellectuels avaient 2 à 3 fois plus de chances de soutenir le Parti communiste plutôt que les travailleurs agricoles ou industriels. Une série d'études un peu plus récentes de Cameron Anderson de l'université de Berkeley aux États-Unis a montré quelque chose d'assez intéressant. Il a montré par exemple que les personnes ayant une haute éducation ou un haut revenu avaient beaucoup plus de chances de dire des phrases du style « j'aime avoir de l'influence sur la prise de décision des autres » ou encore « cela me plairait d'avoir une position de prestige et de standing social ». Après avoir expliqué tout ça, on comprend donc mieux la stratégie et la technique que les élites appliquent sur les personnes appartenant à une classe inférieure. Personnellement, je l'ai déjà constaté dans ma vie privée,
lorsque j'étais à une soirée, j'ai dit une phrase du style je ne suis pas d'accord avec toute la doctrine néo-féministe du 21e siècle. Et ce qui s'est passé, c'était très intéressant. Je me suis fait entourer de 4 personnes, 4 femmes en l'occurrence, et je pense que ça m'est déjà arrivé de me faire entourer d'hommes une autre fois. Et je me suis fait vraiment traiter, et on m'a dit des phrases du style mais comment tu peux oser penser ça? Et c'est vraiment très intéressant cette phrase-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris le temps de chercher à comprendre pourquoi je pense ça, que dès lors que j'avais dit quelque chose qui était en opposition avec eux, ils m'ont tout de suite redescendu et ont donné des arguments qui étaient du style bah, t'es un homme, tu peux pas avoir des opinions sur les femmes parce que t'es un homme. Et en fait, on se retrouve dans une situation où euh, c'est vraiment ce que je vous ai décrit, où des personnes en fait pensent avoir raison sans que même ils aient pris le temps de vérifier les propos de l'autre. Ils sont dans typiquement la voie périphérique. Et donc le grand remède à cette maladie que je considère vraiment très importante au XXIe siècle, c'est vraiment de passer par la voie centrale, d'aller au fond de vos croyances et de les questionner, de les remettre en question et d'aller chercher, d'aller regarder les études. Et quelque part, j'avais écouté une vidéo d'Idriss Aberkan qui disait qu'il fallait fact-checker soi-même. Finalement, je crois que je suis assez d'accord avec lui, même si Idriss Aberkan, je ne suis pas souvent toujours d'accord. Et bien là, je pense que c'est une très bonne recommandation. Je vous invite vraiment à fact-checker tout ce que vous dites, puisque finalement, nous ne pourrons jamais être sûrs de ce que l'on dit si l'on ne prend pas le temps de le vérifier nous-mêmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le format vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, ça m'aide beaucoup. Et surtout, ça me motive pour recréer des vidéos. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc peut-être j'en referai à l'avenir si vraiment le format vous plaît.